Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans l'émission, en direct de la charmante ville de Tübingen. Quand on se promène dans ces ruelles, on a l'impression de faire un saut de plusieurs siècles dans le temps. Mais ne vous fiez pas aux jolies façades à colombage. Le haut débit numérique y sévit comme partout ailleurs. Depuis les révélations d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte, nous savons que chacun d'entre nous peut être espionné sans vergogne. Et pas seulement par le champion actuel des écoutes, la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, mais aussi par des cybercriminels. Pour eux, rien de plus simple. Chaque passage sur Internet laisse des traces. Il leur suffit de suivre les petits cailloux que nous semons. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux méthodes utilisées par la NSA ou par des hackers mal intentionnés et nous allons voir comment nous protéger. On va faire une petite expérience. C'est sur moi qu'un espion va braquer ses antennes. Et devinez qui va jouer le rôle du méchant? C'est moi. Je serai le cyberespion qui va essayer de tout savoir sur Caro. Mais je ne serai pas seul. J'agirai avec la complicité d'une entreprise de sécurité informatique de Tübingen. Je ne serai pas seule non plus. Julia va me suivre avec sa caméra. Et ensuite, nous verrons si Gunnar a bien fouiné. Nos chemins se séparent ici. Bonne balade. À tout à l'heure. Tout de suite, on vous montre comment les mouchards informatiques suivent tous nos faits et gestes. Appeler d'un portable, surfer sur le net, payer par carte bancaire, même se balader tranquillement en ville, tout ceci peut nous trahir. Nous pouvons être espionnés partout et en permanence. Depuis qu'Edward Snowden a publié les documents secrets de la NSA, nous savons ce dont les autorités sont capables. Les services de renseignement américains, mais aussi des cybercriminels, peuvent découvrir des tas de choses sur nous. Mais comment procèdent-ils? Piste numéro 1, le portable. S'il reste allumé, il indique l'historique des déplacements de son propriétaire. Il se connecte en effet régulièrement à l'antenne relais la plus proche, indiquant sa position exacte. Angela Merkel et François Hollande en ont fait les frais. En théorie, chaque conversation téléphonique peut être écoutée. Piste numéro 2, Internet. Quand nous surfons, nous sommes identifiables grâce à notre adresse IP, sorte de plaque d'immatriculation numérique. Les sites que nous visitons ne sont un secret ni pour notre fournisseur d'accès, ni pour la NSA. Les logiciels espions peuvent même lire les courriels non cryptés. Piste numéro 3, la carte de crédit. Pour nombre d'entre nous, payer par carte est devenu un geste quotidien. Sans le savoir, nous fournissons une somme de renseignements sur nous, car le vendeur conserve le détail de nos achats. La NSA aussi est au courant, puisqu'elle surveille en permanence le réseau bancaire international. Piste numéro 4, les caméras de surveillance. Elles ont envahi l'espace public. Elles sont censées assurer notre protection, mais elles ne filment pas que les délinquants potentiels. Avec le bon logiciel de reconnaissance faciale, tout le monde peut être identifié et atterrir dans les banques de données de la NSA. C'est un fait, nous laissons chaque jour beaucoup de traces derrière nous. Des données personnelles que la NSA semble collecter massivement. Retour à Tübingen. Nous commençons notre traque virtuelle de Caro. Je la connais, elle adore communiquer. Elle communique beaucoup et elle le fait sur tous les canaux. Donc, à mon avis, on ne devrait pas avoir trop de mal à suivre sa piste. Monsieur Schreiber, nous lui avons confié un ordinateur et un smartphone que vous avez infectés. Vous auriez pu tout simplement pirater son ordinateur personnel.
Eh bien, si j'avais infecté son ordinateur, il aurait ensuite fallu le réinitialiser entièrement pour détruire les données et les traces. Et ce n'était évidemment pas le but. Vous ne vouliez pas saboter son disque dur. Voilà. Ces logiciels, elle aurait pu les attraper en surfant sur Internet? Ou bien s'agit-il de programmes très spécialisés? Effectivement, quand on navigue sur Internet, on peut être victime d'un cheval de Troie. Il peut aussi s'introduire dans nos appareils via des spams ou des téléchargements passifs. Je vois. C'est impressionnant et inquiétant à la fois. Là, on a les déplacements de Caro. Ça vient de son téléphone, je suppose. Oui, nous avons mis sur écoute le capteur GPS du téléphone. Mais on aurait aussi pu se brancher sur l'ordinateur portable, puisqu'il est également équipé d'un système de géolocalisation. Donc, le téléphone indique sa position et vous interceptez l'information. Oui, c'est ça. Alors, où est-elle allée? Elle s'est promenée à travers la ville, et on a le détail de tous les endroits où elle s'est arrêtée. C'est l'itinéraire type du touriste. Elle s'est rendue dans la vieille ville, et sur la place du marché, elle est allée voir la tour Hölderlin, et se trouve en ce moment-là, à l'endroit du 0. Et si on zoome, le pointeur nous indique qu'elle se trouve dans le fleuve, ce qui n'est évidemment pas le cas, bien sûr. Elle doit simplement être à proximité du pont Eberhard. C'est exposé au soleil? Si oui, je confirme tout de suite que c'est Caro. Oui, ça se peut. Pour l'instant, on n'a fait que la localiser. Admettons qu'elle téléphone. Est-ce que le logiciel peut écouter sa conversation? Absolument. Nous pouvons faire un enregistrement audio ou lire des SMS émis ou reçus sur son téléphone. Nous pouvons également activer la webcam de l'ordinateur portable. Et le micro du téléphone? Nous pouvons aussi l'activer à distance. Et j'ai d'ailleurs enregistré une de ces communications. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. On est dans un trou complètement paumé, au sommet d'une montagne. Mais c'est vraiment très chouette. Et j'ai même pu me dégoter une des dernières chambres fumeurs. C'est elle, aucun doute. Il y a quelques jours, on était à Vienne. Elle a été enregistrée sans s'en apercevoir. Absolument. On a allumé le micro pour capter une éventuelle conversation qu'elle aurait eue dans sa chambre. Incroyable. Et vous pouvez aussi allumer la webcam de l'ordinateur portable? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, regardez, on peut voir en direct... Si elle est vraiment dans le fleuve. Oui, si elle a piqué une petite tête. Ah non, elle n'est même pas mouillée. Joli papier peint. En effet. Et si elle se connecte à son ordinateur pour écrire un mail? Vous pouvez le lire? Oui, on peut voir le contenu de son ordinateur. On a accès à tous les appareils qu'elle transporte avec elle. En fait, vous répondez par oui à toutes mes questions. C'est parce qu'on a le contrôle total de ces machines. On peut les utiliser comme si on les avait devant nous et je peux saisir des données comme je veux. Si vous êtes capable de faire tout ça, sans vouloir vous sous-estimer, on devine que la NSA peut faire beaucoup plus. Je suis convaincu que la NSA non seulement installe des logiciels de piratage pour espionner les téléphones et les ordinateurs suspects, mais aussi qu'elle est en mesure de capter des données personnelles directement auprès du fournisseur d'accès. Incroyable. On n'a plus aucune vie privée. On peut quand même se demander en quoi le bavardage sans queue ni tête de Caro pourrait intéresser les analystes de la NSA. Est-ce qu'il serait ignoré, enregistré à des fins d'analyse, ou bien pourrait-il se fondre dans la masse? La politique des agences de renseignement américaines est d'enregistrer un maximum de choses. Elles ont construit des immenses centres de traitement remplis de disques durs qui collectent les données en continu. Ensuite, elles vérifient qui communique avec qui connaît qui rencontre qui et quand, qui se trouve où à tel instant. La NSA peut ainsi facilement savoir qui se trouvait à un endroit précis. Par exemple, sur le pont Eberhard à Tübingen. Comment font-ils pour recouper aussi rapidement cette masse de données? Ils ont des ordinateurs aux algorithmes surpuissants capables de sauvegarder les données et de les exploiter ensuite. Les fameux algorithmes. Ils ne sont pas le monopole des Américains. On a parfois le sentiment que le monde entier repose sur des algorithmes, et ce n'est pas sans conséquence. À la bourse, une grande partie des transactions sont effectuées par des machines
qui décide d'acheter ou de vendre des actions en quelques millièmes de seconde. Mais personne n'avait prévu l'incident du 6 mai 2010, lorsque les cours ont chuté brutalement et entraîné des pertes de plusieurs milliards à travers le monde. Les responsables? Les algorithmes, ces programmes informatiques qui tirent les ficelles. Outre la bourse, ils sont de plus en plus présents dans nos voitures et règnent en maître sur Internet. Un nombre croissant de tâches à haute responsabilité sont désormais déléguées à des algorithmes, lesquels gouvernent notre vie sans que nous nous en apercevions. Qu'est-ce que des algorithmes? Prendront-ils bientôt toutes les décisions à notre place? Il s'agit de programmes informatiques capables de résoudre un problème selon des règles prédéfinies. Et ils sont d'une efficacité redoutable. Les algorithmes sont des millions de fois plus rapides que l'homme. Ils ne connaissent pas l'erreur humaine, qui est la cause principale des accidents. Et ils sont 100% incorruptibles. Mais ils sont programmés par des humains. Prenons l'exemple des moteurs de recherche sur Internet. Google, par exemple, utilise des algorithmes. Pour chaque nouvelle recherche de l'internaute, le programme décide quel résultat montrer et dans quel ordre. À un détail près. Chaque utilisateur ne se voit pas proposer exactement la même liste. Si vous vous inscrivez ou si vous autorisez l'utilisation des cookies, Google peut alors reconstituer votre historique de recherche et tenter d'évaluer vos préférences pour ensuite adapter la liste des résultats. Google et d'autres fournisseurs d'accès collectent des données personnelles via les mots-clés que nous entrons. Ils les stockent dans une sorte de bibliothèque, lieu de résidence, genre, centre d'intérêt. Lorsqu'un algorithme traite une recherche, il interroge cette masse de données et affiche les résultats les plus pertinents selon le profil de l'utilisateur. Ainsi, pour une recherche portant sur le mot « golf », le passionné d'automobile obtiendra le dernier modèle du fabricant allemand, tandis qu'un joueur de golf verra s'afficher des informations sur le sport du même nom. Les sites marchands regardent eux aussi leurs clients à la loupe. Exemple, Amazon. Un algorithme étudie notre panier et le compare avec celui d'autres acheteurs. L'entreprise nous propose ensuite des produits similaires. À chaque nouvel achat, le programme affine les préférences de chaque client. À première vue, une pratique inoffensive est même utile, mais qui, en fait, nous donne à voir une réalité tronquée. Pour moi, le risque, c'est d'avoir des listes de résultats qui ne reflètent que ses propres opinions. Sur le plan politique, par exemple. Si bien qu'un jour, on aura l'impression que le monde entier partage nos points de vue, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Les algorithmes contrôlent aussi de plus en plus les voitures modernes. L'assistant de trajectoire, par exemple, détecte les situations dangereuses et avertit le conducteur qu'il risque de franchir involontairement la ligne. Un autre système permet de signaler la présence de véhicules dans l'angle mort. Si le conducteur change de voie sans regarder, il est alerté par un signal lumineux sur le tableau de bord. Le but des systèmes d'aide à la conduite, c'est avant tout d'éviter les accidents ou d'en atténuer la gravité. Ils sont là pour rappeler le conducteur à l'ordre s'il a un moment d'inattention. Un fabricant automobile nous fait une démonstration. Il teste un système d'aide au freinage d'urgence dont il devrait bientôt équiper tous les modèles de la marque. Un dispositif simule un embouteillage. Le capteur radar surveille en permanence la distance entre le véhicule et l'obstacle. La caméra sait identifier les voitures ou les glissières de sécurité. Si le véhicule est sur le point de percuter un obstacle, le conducteur est averti par un signal sonore et invité à freiner. S'il ne réagit pas, l'aide au freinage d'urgence prend le relais. Le conducteur est-il encore maître au volant?
Avec les systèmes d'aide à la conduite, l'automobiliste reste toujours maître de la situation. Il peut reprendre la main à tout moment, même lorsque le système d'aide est activé. En matière de sécurité routière, les algorithmes constituent un vrai progrès. Vont-ils aussi devenir incontournables dans d'autres secteurs ? Les algorithmes ne vont pas prendre le pouvoir. Le plus grand danger, à mon sens, ce sont les effets collatéraux. Prenez les transactions boursières en ligne. Les algorithmes n'ont pas volontairement fait chuter les cours. C'est arrivé parce qu'ils sont programmés pour se comporter comme un petit investisseur qui, au moindre signe de danger, panique et vend ses actions. C'est comme ça que les cours se sont effondrés. Les algorithmes se contentent d'obéir aux hommes. S'ils deviennent parfois des facteurs de risque, ils nous sont souvent d'un grand secours dans un monde de plus en plus complexe. Je suis impatiente de savoir ce que vous avez découvert sur moi après ces quelques jours d'espionnage. Nous avons appris pas mal de choses. Nous connaissons votre nom ainsi que votre adresse exacte. Nous savons que vous êtes marié, que vous avez un enfant. Et nous avons aussi découvert le code de votre réseau local sans fil. Flûte. Nous avons également récupéré pas mal d'informations à partir de votre ordinateur portable et de votre téléphone, notamment sur vos centres d'intérêt. Je vous montre. Des chaussures. Plus précisément, des bottes en caoutchouc. Tu as besoin de bottes en caoutchouc? Urgemment. Vous aimez les lampes originales? Oui, j'adore ces petits lapins. On passe au rayon chaussures hors de prix. J'ai vu des bottines à lacets à 375 €. Oui, que je n'ai pas acheté parce que j'avais pas assez sur mon compte, ce que vous savez probablement. C'est du fétichisme. On n'a pas piraté votre compte, car vous n'avez pas fait d'achat en ligne. Vous avez de la chance. Mais vous l'auriez fait si elle... Si je les avais achetés. Absolument, car on aurait eu accès à votre compte. On aurait même pu effectuer des paiements, vu qu'on avait le contrôle de votre smartphone et de votre ordinateur. Ensuite, vous avez programmé vos vacances. En France. Sur la Côte d'Azur, je vois vos dates de départ et de retour. Je sais où vous dormirez et je sais que vous voyagerez avec 7 personnes. Oui, on est nombreux. Et tu ne m'as même pas invité. Tu veux venir? Merci. On sera peut-être 8 du coup. Et tu me la prends comme ça? Encore cette lampe? Vous l'avez regardé dans 2 boutiques différentes. Ah, une chose très importante. Je vous conseille de changer rapidement votre code PIN de thecloud.com. Je l'ai craqué. Vous avez récolté un paquet de renseignements sur moi. Comment éviter ce genre de choses? C'est un peu gênant quand même. Surtout cette lampe lapin. D'abord, il est capital de bien protéger votre ordinateur avec un antivirus et des mises à jour régulières. Il faut aussi faire preuve de bon sens. Quand vous recevez des fichiers PDF ou Office, il ne faut les ouvrir que si vous connaissez l'expéditeur. Si elle avait eu un antivirus, il aurait détecté les logiciels malveillants et on aurait pu les éliminer? Dans certaines conditions, oui. Mais les cybercriminels savent paramétrer leurs logiciels pour qu'ils ne soient pas détectés par des antivirus. Un antivirus est une bonne chose, mais ce n'est pas fiable à 100%. Et les smartphones lambda, est-ce qu'ils sont vraiment sûrs? Tout dépend de l'ampleur des moyens mis en œuvre par l'agresseur. En général, les smartphones sont sûrs. Mais s'il est décidé, un cyberdélinquant est capable de pirater le vôtre avec un cheval de Troie ou autre. L'ordinateur de Caro est désormais infecté. Et comme en plus on connaît son mot de passe, elle ne peut plus rien faire. Est-ce que sur mon ordinateur, j'espère d'ailleurs qu'il n'est pas vérolé, je peux éviter cela en choisissant des mots de passe plus compliqués? Le choix d'un bon mot de passe, c'est le b.a.-ba de la sécurité informatique. Oui, effectivement, on l'a bien compris. Tout de suite, on vous explique ce qu'est un bon mot de passe. Alexander participe à des enchères en ligne. Il se connecte à son compte client sans se douter de rien. Il fait une offre à 45 € pour ce circuit automobile. Et tout à coup, grosse frayeur, le montant qui s'affiche s'élève à 2 400 €.
Au début, j'ai paniqué. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Si l'enchère s'était terminée là, je n'aurais pas pu payer. Des tiers ont réussi à déchiffrer son mot de passe et ont ainsi pu accéder à son compte client. Un problème de plus en plus récurrent. C'est un danger très présent sur le net. Beaucoup de programmes vous conseillent automatiquement un mot de passe. Il est primordial d'en choisir un bon. A fortiori pour notre boîte aux lettres numérique, car ce mot de passe permet l'accès à d'autres services, comme les réseaux sociaux ou l'achat en ligne. L'accès à ces services a beau être protégé par des mots de passe, ceux-ci sont souvent choisis à la légère. Des suites de chiffres simples, le mot « mot de passe », sa date d'anniversaire ou des petits noms affectueux sont du pain béni pour les hackers. Et la sanction peut être radicale. Qu'est-ce qu'un mot de passe sûr? Et comment faire pour qu'il le reste? Craquer des mots de passe, Dirk Reimers fait ça à longueur de journée. Cet informaticien travaille pour une société de conseil en sécurité informatique pour les entreprises et les pouvoirs publics. Craquer un mot de passe est un jeu d'enfant si on a les bons outils. Et ces outils sont disponibles gratuitement sur Internet. J'entre des mots de passe et la machine fait le reste. Pour faire le test, nous choisissons un mot pas trop long dans le dictionnaire, secret. Dirk Reimers va tenter de le décrypter avec un outil qu'utilisent les hackers professionnels, une sorte de banque de données répertoriant tous les codes alphanumériques. Le programme teste 8 milliards de combinaisons par seconde. Va-t-il trouver la bonne? Notre mot de passe est décrypté en un rien de temps. Les mots du dictionnaire, le programme les trouve tout de suite. Un code à 6 chiffres, il le craque en moins d'1 seconde. Nous essayons une variante plus compliquée qui associe des minuscules, des majuscules et des chiffres. Ce mot de passe opposera-t-il une meilleure parade? Le programme de Dirk Reimers le trouve aussi en seulement 3 minutes et 40 secondes. Nous augmentons encore le degré de difficulté. Nous ajoutons des caractères spéciaux et un autre chiffre et nous mélangeons les 12 signes. Résistera-t-il à une cyberattaque? Pour ce troisième mot de passe, vous avez bien fait les choses. 12 signes, des majuscules, des caractères spéciaux. C'est très long à craquer. Trop long en tout cas pour que le jeu envahisse la chandelle. Le pirate chercherait une autre cible ou un autre moyen d'accéder à vos données. Le programme mettrait 123 ans à trouver le mot de passe, à moins qu'il ne tombe dessus par hasard, ce qui est peu probable. Mais comment se souvenir d'un mot de passe aussi compliqué? Imaginez cette phrase, pour mémoriser quasi infailliblement un mot de passe. Isolez l'initiale de chaque mot. Quasi devient le chiffre 4, l'article indéfini 1 devient le chiffre 1. On ajoute des caractères spéciaux au début et à la fin, et on obtient un mot de passe fiable. Mais peut-on l'utiliser pour tout? Utiliser toujours le même mot de passe est fortement déconseillé. Car si un cyberdélinquant arrive à s'introduire dans votre système, il aura alors accès à tous les services que vous utilisez. Il vaut mieux créer d'autres mots de passe sur le même modèle pour tous les sites web qu'on visite. Vous pouvez par exemple intégrer le nom du vendeur. Mais attention, ne notez jamais vos mots de passe et ne les laissez jamais à proximité de votre ordinateur. Faites plutôt l'effort de les retenir, ne les communiquez à personne et composez-les discrètement. Il est en outre recommandé d'en changer régulièrement. Un courriel qui vous demande de saisir des données personnelles peut être une tentative d'hameçonnage, une technique frauduleuse utilisée pour récolter des informations privées. En cas de doute, le détruire. Alexander a eu de la chance. Il a aussitôt écrit au site d'enchères et n'a pas été obligé de payer les 2 400 €. Et il a renforcé son mot de passe.
Tout ceci n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Dès que je rentre chez moi, je change 80% de mes mots de passe. C'est hallucinant tout ce que je divulgue comme info sur ma vie privée via mon smartphone ou mon ordinateur. Je suis complètement inconsciente. On préfère ne pas imaginer ce que la NSA, avec son budget faramineux, serait capable de glaner comme info sur Caro. Disons que le numérique est un univers impitoyable où règne la loi de la jungle et que nous sommes tous des proies sans défense. J'en fais trop, là? Non, ça résume parfaitement la situation. Si l'émission vous a rendu aussi parano que Gunnar et moi, venez en discuter sur Arte Future. On vous dit à la prochaine. À bientôt.